Bonjour. Alors, le travail, est-ce que c'est ce qui nous rend vraiment humains ou est-ce que c'est une sorte de torture moderne? C'est une question qui nous touche tous, évidemment, et ce paradoxe, il est au cœur de notre réflexion aujourd'hui. Allez, on plonge directement dedans. Pour commencer, un petit détail, mais un détail assez troublant. Le mot travail vient du latin tripalium. Et le tripalium, c'était quoi? Eh bien, c'était un instrument de torture romain. Rien que ça. Dès son origine, le mot porte en lui une charge incroyablement négative. Ça pose les bases, non? Voilà donc notre grande question. D'un côté, on a une étymologie qui parle de souffrance, et de l'autre, une activité qui occupe, qui définit la plupart de nos vies. Pour y voir plus clair dans cette contradiction, on va faire un petit voyage dans le temps, pour voir comment notre regard sur le travail a complètement basculé. On commence notre périple dans la Grèce antique. On pourrait croire que le travail a toujours été une valeur, mais en fait, pas du tout. Leur vision était radicalement différente de la nôtre, et c'est un point de départ essentiel pour comprendre toute l'histoire de cette idée. Pour des penseurs, comme Aristote, c'était très clair. Le travail productif, ce n'était tout simplement pas digne d'un homme libre. C'était une corvée, une tâche pour les esclaves. Mais pourquoi un tel mépris? Eh bien parce que le travail était vu comme une simple réponse à un besoin biologique. Manger, se loger, bref, ce qui nous rapproche de l'animal. L'homme véritablement libre, lui, devait s'élever au-dessus de ça, se libérer de cette routine pour se consacrer à des choses bien plus nobles. La politique, la philosophie, la pensée. Ce mépris, il est résumé de façon assez brutale ici. L'esclave, et donc le travailleur, n'est pas vu comme une personne. C'est un objet de propriété animée, un outil qui sert à utiliser d'autres outils. C'est une vision qui place le travail tout en bas de l'échelle des activités humaines. Vraiment tout en bas. Et maintenant, on fait un bond de géant dans le temps, pour atterrir sur une perspective qui a l'exact opposé. C'est un renversement de valeur complet à 180 degrés. Pour Aristote, le travail nous rapproche de l'animal. Pour un penseur comme Marx, il devient l'essence même de ce qui nous rend humains. Alors comment est-on passé d'un extrême à l'autre? On arrive donc dans l'ère moderne, où le travail n'est plus du tout une malédiction, mais au contraire une valeur centrale. Et s'il y en a bien un qui incarne cette nouvelle vision, c'est Karl Marx. Pour lui, le travail, c'est l'activité par laquelle l'être humain se construit lui-même. Pour expliquer ça, Marx utilise une analogie géniale. Une abeille, elle construit des alvéoles de cire qui sont parfaites, c'est vrai. Mais elle le fait par pur instinct, sans réfléchir. L'architecte, même le plus médiocre, a un avantage immense sur l'abeille. Avant même de poser la moindre pierre, il a déjà construit tout l'édifice dans sa tête. Le travail humain, ce n'est pas juste transformer la matière, c'est réaliser un projet, une idée, une intention consciente. Et c'est ça le point crucial pour Marx. Le travail devient l'essence de l'humain. C'est en transformant le monde qu'on développe notre intelligence, notre volonté, notre liberté. Loin de nous rabaisser au niveau de l'animal, c'est au contraire l'activité qui nous en distingue le plus et qui nous permet de nous accomplir. Bon, l'idée du travail comme moyen de se réaliser, c'est très beau en théorie. Mais dans la pratique, est-ce que l'organisation moderne du travail permet vraiment cet épanouissement? C'est là que les choses se compliquent, que la belle idée se heurte à une réalité parfois bien plus dure. Des penseurs comme Adam Smith ou Simone Weil l'ont bien montré. Prenons Adam Smith, l'un des pères du capitalisme. Il a théorisé la fameuse division du travail. L'idée est simple. Pour être super productif, on prend une tâche complexe et on la découpe en une multitude de toutes petites opérations, très simples, répétées à l'infini, par des ouvriers différents. L'efficacité explose, c'est sûr, mais à quel prix pour l'individu? Et là, attention, c'est le grand paradoxe. Cette citation, elle vient d'Adam Smith lui-même. C'est incroyable, non? Il a reconnu que l'ouvrier, en passant sa vie à répéter un ou deux gestes, finissait par perdre l'habitude d'utiliser son intelligence, son imagination. La spécialisation, si efficace pour la production, pouvait devenir absolument dévastatrice pour l'aspect humain. Presque 2 siècles plus tard, la philosophe Simone Weil, après avoir travaillé elle-même en usine, fait un constat encore plus terrible. Elle observe une sorte d'inversion. Les pièces sur la chaîne de montage, elles, ont une identité, un parcours, alors que les ouvriers deviennent des objets interchangeables, de simples outils. L'humain est traité comme une chose, et la chose devient l'acteur principal. C'est ce qu'on appelle l'aliénation à son plus haut niveau. Après toutes ces théories, parfois un peu sombres, on va revenir à une question plus personnelle, la question du sens. Parce qu'au-delà des conditions objectives, est-ce que le sens qu'on donne à son travail ne peut pas tout changer? Une célèbre fable, souvent attribuée à Charles Péguy, l'illustre à merveille. Voilà le premier homme. Pour lui, son travail est une pure corvée. C'est pénible, c'est stupide, il ne voit que la tâche immédiate, la souffrance, l'absurdité du geste. Son travail, c'est une torture. On en revient à l'étymologie du mot. Le deuxième, lui, a une perspective déjà bien différente. Il voit plus loin que son geste. Son travail, c'est un moyen, c'est un devoir qu'il accomplit pour faire vivre sa famille. Ce n'est peut-être pas une passion,
mais c'est une activité qui a un but concret et respectable. Et là, c'est la révélation. Le geste est exactement le même, la fatigue physique est la même, mais cet homme-là, il ne voit pas les pierres qu'il est en train de casser, il voit la cathédrale qu'il est en train de construire. Son travail est complètement transformé, parce qu'il est connecté à un projet bien plus grand que lui, à une œuvre qui a du sens. Finalement, cette histoire, elle nous renvoie à nous-mêmes. Au-delà du mépris d'Aristote ou de l'idéal de Marx, au-delà même des conditions de travail, la question du sens, elle, reste absolument essentielle. Le sens qu'on peut trouver ou qu'on peut construire dans son activité peut absolument tout changer. Alors, la question que cette fable pose à chacun, c'est finalement ce que l'on fait au quotidien. Qu'est-ce que ça bâtit ?